Ce journal vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Après l'attaque d'Inates qui a causé la mort de 71 soldats nigériens, Sanam et tout récemment Chinagouden, les forces du mal continuent toujours à sévir sur notre territoire au moment où les autorités nigériennes se consacrent pour œuvrer pour le bien-être de la population. Des hommes sans foi ni loi, n'ayant aucun objectif, s'en prennent à nos forces de défense et de sécurité et aux paisibles citoyens sans raison valable. Une guerre qui nous a été imposée et contre laquelle nous sommes obligés de nous défendre. Il est vrai que nous sommes partagés entre des projets de société, de développement, et qu'en raison des agissements de quelques éliminés, nous allons consacrer beaucoup de ressources financières dans la sécurité. Peu importe, nos ennemis malgré tout subissent des pertes énormes. Et cela arrive, comme c'est le cas, que nous perdions des soldats. C'est parce que la liberté a un prix. Mais rien, absolument rien, ne peut émousser notre élan de patriotisme unis comme un seul homme, avec nos forces de défense et de sécurité sous l'égide du chef suprême des armées, Soufou Mahamadou. L'ennemi sera, Inch'Allah, vaincu tôt ou tard, malgré une guerre asymétrique que rien ne justifie. Avec la collaboration de tout le peuple nigérien, la détermination et l'engagement de nos forces de défense et de sécurité du président de la République, Soufou Mahamadou, décidé à défendre et protéger son peuple, quel qu'en soit le prix. La rencontre du peuple prévue sera déterminante dans la lutte contre le terrorisme. Une telle rencontre va permettre à nos chefs d'État de pouvoir poser les jalons de ces principes-là, sur la base desquels cette opération va avoir lieu, et évidemment de voir la limite de chaque acteur, n'est-ce pas, dans cette situation de crise. Parce que n'oubliez pas que quand on est dans une situation de crise comme celle-là, il y a évidemment beaucoup de forces qui entrent en jeu. Et s'il n'y a pas des conditions de cette participation, s'il n'y a pas un encadrement de l'ensemble de ces forces-là, on peut produire même l'effet contraire, comme les événements, par exemple, que nous sommes en train de subir. Et c'est pourquoi je pense qu'il est bien que le président de la République se rende là-bas, et nos attentes ne peuvent être que cette clarification pour que les gens sachent dans quel cadre cette opération est en train de mener, quelle est la limite de la participation de ces forces étrangères et quelles sont évidemment les tâches qu'on leur attribue du point de vue, toujours est-il dit, en synergie avec nos forces de défense et de sécurité et évidemment sous leurs yeux. Ce n'est pas aujourd'hui que le Niger a commencé à s'engager dans la lutte contre le terrorisme. Il y a eu beaucoup de mécanismes qui ont été installés par les militaires eux-mêmes. Il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites par des penseurs en la matière. Il y a eu beaucoup de plans qui ont été exécutés, tantôt qui ont marché, tantôt qui n'ont pas marché. Mais quand une situation perdure, évidemment, comme celle-là, il va falloir qu'on interroge la hiérarchie militaire. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que nous savons que beaucoup d'efforts ont été consentis par ce gouvernement-là pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens, particulièrement en ce qui est des dépenses militaires. Eh bien, il va falloir que la hiérarchie soit interrogée, que ce soit d'un point de vue tactique, que ce soit d'un point de vue de la gestion administrative de l'armée. Il va falloir que les responsables quand même en payent directement ou indirectement les prix. Or, je pense que c'est quand même une des solutions, des mesures qu'il fallait prendre en pareille circonstance, même si quelque part il y a tant d'autres mesures à prendre, mais je pense que celle-là, pour un début quand même, c'est une mesure, c'est un signal fort de la reprise, n'est-ce pas, de l'engagement du chef de l'État relativement à la question sécuritaire. Le premier appel que je lance à l'endroit du peuple, de tous les citoyens, c'est un appel à responsabilité, parce qu'aujourd'hui, nous avons un espace public qui est hors du commun, c'est celui des réseaux sociaux.
Et dans ces réseaux sociaux, Dieu seul sait entre avant-hier et hier le nombre de fausses informations qui ont été véhiculées. Et ça ne sert à rien d'alerter la population sur des questions qui ne sont pas précises, alors que vous avez la possibilité de vérifier les sources de ces informations. Vous ne l'avez pas fait. Au lieu de le faire, vous participez à la propagation de la psychose, à la propagation des fausses informations. Et justement, lorsque le chef de l'État disait que certains de nos citoyens servent le terrorisme, peut-être consciemment ou inconsciemment, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque, par exemple, pendant que nous sommes dans un moment de douleur, vous voulez utiliser d'autres images des événements qui se sont produits dans d'autres pays pour dire que ça s'est passé aujourd'hui aussi, une fois de plus, au Niger, je pense qu'on est loin d'avoir un esprit citoyen, on est loin d'avoir une communication qui est adaptée au contexte. Après Inates, le 10 décembre 2019, avec 111 morts, l'attaque de Chinagoder, le 9 janvier 2020, faisant 89 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité, la situation se complique dans la zone nord de la Biri, frontière Mali. Cette situation n'a pas laissé indifférentes les acteurs à syndicaux. Nous souhaitons que l'État du Niger et précisément le gouvernement puissent prendre les mesures nécessaires pour contrecarrer ces attaques. Trop, c'est trop. Nous avons perdu beaucoup de soldats, nous avons perdu beaucoup de Nigériens dans ces attaques-là. Il faudrait que notre armée soit mieux préparée pour prévenir ou pour défendre l'intégrité de notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'intégrité du territoire nigérien qui est même menacée. Parce que des informations qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est comme si la localité de Chinagoder-là est vide. C'est qu'on apprend beaucoup d'informations selon lesquelles, comme si les djihadistes ont menacé même les populations de quitter ces lieux-là. Et vraiment, c'est très inquiétant. Tous les Nigériens sont inquiets par rapport à cette situation. Il est regrettable. Aujourd'hui, notre peuple est clairement meurtri par ces attaques terroristes. Et c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, les Nigériens de tous bords doivent être à l'unisson. On doit être unis pour combattre les forces du mal. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de militants qui travaillent dans le nord de la ville, qui ne savent pas à quel sein se vouer. Depuis un certain temps, avec l'état d'urgence, l'économie de la région de Tilaberi, d'Iva et autres là, l'économie est à terre. Nous demandons qu'après la rencontre de Pau, de changer de stratégie. Il faudrait que les forces de défense et de sécurité et les partenaires extérieurs conjuguent leurs efforts pour anéantir une fois pour toutes ces forces terroristes qui ensanglantent les peuples maliens, nigériens et burkinabés. Voilà. Par rapport à ça, moi je tente l'espoir. Nous avons foi à nos forces de défense et de sécurité. Et que l'État continue à les équiper, nos forces peuvent venir à bout de ces terroristes. Ça, je suis convaincu. Ces acteurs syndicaux savent aussi que les militants travaillant dans cette zone d'insécurité, les populations doivent s'unir autour des forces de défense et de sécurité en collaborant davantage en termes d'information. Nos travailleurs qui sont là-bas, ils sont plus inquiets et beaucoup ont préféré même abandonner leur poste de travail parce qu'on n'a qu'une seule vie. Que ce soit les enseignants, que ce soit les agents de santé, parce que ce sont ces deux corps-là que vous trouverez en grand nombre dans ces zones-là, au niveau des CSI et des écoles. Mais tous ceux-là, ils ont abandonné leur poste de travail pour se réfugier dans les villes. Donc c'est une situation très préoccupante parce que quand il y a l'insécurité, il y a multiples conséquences derrière. Et encore pire, avec l'interdiction de circuler en moto dans la région de Tilaberi, beaucoup ne savent même pas comment travailler. Moi, je connais certains qui interviennent dans des projets, et vous savez, les projets, le déplacement, c'est en moto, mais qui disent qu'ils sont en chômage technique à cause de cette interdiction d'utilisation des motos. Notre comportement doit être un comportement de responsabilité. Notre comportement doit être un comportement d'unité. Notre comportement doit être un comportement positif.
notre comportement ne doit pas être un comportement d'attaque inutile les uns vis-à-vis des autres. Parce que malheureusement, on est dans une période de guerre, mais comme vous voyez sur les réseaux sociaux ou dans les médias, ceux qui se racontent, je pense qu'il faudrait que nous l'évitions. De part et d'autre, que ce soit les autorités nationales, que ce soit nous autres citoyens, nous devons tous changer de comportement et voir uniquement le Niger. Je dis que les Nigériens doivent être à l'unisson. Et il faudrait que les gens cessent de balancer n'importe quelle information sur les réseaux sociaux. Il y a certaines informations, ça sape le moral des troupes. Il faut éviter de balancer n'importe quelle information. Aujourd'hui, on doit être tous soudés dans notre armée pour vaincre ces forces du mal. Tous les Nigériens doivent se lever comme un seul homme pour combattre ces forces du mal. Voilà. Et de collaborer. Quand on voit des choses suspectes, il faut les dénoncer. Il faut dénoncer, il faut informer les forces de défense et de sécurité par rapport à certains comportements suspects, n'est-ce pas, au niveau aussi bien dans le nord de l'Amérique, à Difa, à Tawa, partout sur le territoire national. Face à la menace d'insécurité, les acteurs syndicaux demandent au gouvernement de revoir sa stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel. L'islam, qui est notre religion, a recommandé que quand il y a des difficultés au sein d'une société ou dans un pays, l'islam a recommandé plusieurs choses, parmi lesquelles je vais vous dire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé pour tous les cieux. Le hadith dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Quiconque parmi vous trouve des difficultés dans la vie doit changer ces difficultés par trois moyens. La première des choses, parce qu'il a comme force, ça peut être une force physique ou une autre force morale, ou par sa bouche. Ça peut être par écrit ou par des discours. Au cas contraire, il doit retourner chez lui, faire beaucoup d'invocations pour prier Allah, le Tout-Puissant, qui est capable de résoudre tous les problèmes du monde. Alors donc nous sommes à ce stade que nous traversons en Afrique des difficultés, des temps très difficiles. Et cela est naturel. Généralement, les sociétés, les civilisations traversent ce genre de difficultés. Alors c'est pourquoi le président de l'association islamique, Cheikh Djaber Al-Hadj Omar Ismail, avait demandé aux Nigériens, tout ensemble, de prier beaucoup pour la nation nigérienne, pour les musulmans. Donc nous sommes à ce stade, nous devons tous ensemble prier Allah, retourner à Allah pour que Allah, qui est le Tout-Puissant, puisse répondre et apporter au Niger donc une solution définitive pour ce problème que nous sommes en train de vivre. C'est le même comportement dont je vous ai dit le vendredi passé, le président de l'association islamique, Cheikh Djaber Al-Hadj Omar Ismail, à la fin de la prière, avait demandé aux gens qui ont participé à la prière et à tous les Nigériens, à toute la Oumma du Niger, de procéder à des prières. Il a demandé à tout le monde de prier pour le Niger. La rencontre de Pau a été définitivement entérinée sur fond d'un communiqué conjoint qui est loin de faire l'unanimité dans les pays du G5 Sahel sur le maintien ou non de la présence balkane sur le continent. Bien avant contesté par des manifestations de la rue au Mali, de marches et meetings prévus par une partie de la société civile nigérienne, mais jamais autorisé. Une fracture entre une partie de la population et ses dirigeants. Pour eux, il n'est pas question de changer de politique. Normalement, la réponse à ça, c'est de dire, bon, ok, on ne peut plus continuer à faire des injustices, on ne peut plus laisser la corruption prospérer, on ne peut plus continuer à ne pas investir dans les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, etc. On ne peut pas abandonner les populations et que c'est ça qui a favorisé. Donc il faut changer
radicalement des politiques. Ça, bien entendu, nos chefs d'État ne veulent pas. Et au vu de ce qui se passe en France, vous savez aussi qu'Emmanuel Macron n'est pas un partisan lui-même des politiques sociales. Donc ils ne veulent pas aussi changer la gouvernance, les relations entre les gouvernants et les citoyens, etc. Ces choses-là, ils ne veulent pas le faire. C'est à la portée, mais ils ne veulent pas le faire parce que ça ne correspond pas à leurs intérêts. Maintenant, nous disons qu'il faut faire partir les forces extérieures, et ils disent non, il faut maintenir les forces extérieures. Il faut même renforcer les forces extérieures. Ils sont en train de dire oui, les autres ont les moyens d'avoir des informations, des renseignements, n'est-ce pas? C'est qui est une véritable aberration, parce que les renseignements, c'est les populations qui peuvent en réalité détenir, parce que ces gens-là, ils ne descendent pas, ils ne sont pas dans un endroit, ils sont parfois dans la population, ils sont dans les villages, ils circulent, les gens les voient, etc. C'est les populations qui détiennent les renseignements, mais on pense, nous, tellement on se laisse mystifier, on pense que les Occidentaux, avec leurs drones, leurs machins, c'est eux qui peuvent tout savoir. Donc c'est un manque de confiance en soi, en soi-même, et ça montre aussi une volonté de ne pas faire tous les changements qu'il faut pour vraiment affronter cette situation-là. Au Niger, on ne connaît toujours pas la position de l'opposition politique. Elle, qui d'habitude régit sur les enjeux d'un article du code électoral, c'est complètement effacé du débat politique et sécuritaire au moment où le Niger en deuil est en train d'enterrer ses martyrs. La circulation de la route sont devenues monnaie courante dans notre pays. Et pourtant, la route tue impitoyablement, même si les causes sont connues. L'accident de la route n'a presque jamais une cause unique. C'est un dysfonctionnement du système. Ce système est composé de l'homme, du véhicule et de la route. Un conducteur qui est en état divers ou qui viole délibérément la signalisation routière, ou un conducteur qui n'a pas de règles de courtoisie, ce genre de situation peut provoquer un accident. Lorsqu'on a un véhicule qui est en dysfonctionnement, lorsque les défenses des organes fixes et les organes mobiles sont défaillants, lorsqu'on n'effectue pas de contrôle régulier, là également, il peut y avoir des accidents. Parce que les accidents, le plus souvent dans la ville, les villes, on constate que c'est les excès de vitesse. À un moment aussi, le conducteur ne respecte pas les règles de la circulation. Lorsqu'on constate beaucoup d'embouteillages, effectivement, c'est dû à l'impatience des conducteurs de la route. À un moment aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait vraiment un manque de signalisation sur les routes. Dans certains carrefours, on constate quand même les feux tricolores. Dans la plupart des cas, ne marchent pas. Les panneaux qu'on doit placer pour réglementer la circulation, dans la plupart des cas, ne sont pas là. En tout cas, ça aussi, c'est un facteur qui cause d'accidents. D'autre part aussi, il y a le facteur environnement, qui est les routes. En tout cas, aussi, les routes créent d'accidents. Les mauvais états de route, en tout cas. Lorsque les routes sont dégradées, quand il y a excès de vitesse d'un conducteur, en tout cas, ça peut... un conducteur peut perdre le contrôle de sa voiture et faire un accident. Que faut-il faire pour faire face à cette situation? Nous avons toujours appelé les autorités donc, à faire des sensibilisations, que ce soit les conducteurs, n'est-ce pas, que ce soit les piétons même qui marchent sur les routes. En tout cas, on doit faire une sensibilisation à l'égard des... Parce que d'autre part, dans la ville de Niamey, on constate qu'il y a des animaux en même temps dans la circulation avec les voitures. Il y a les charrettes en même temps dans la circulation avec les voitures. En tout cas, c'est l'appel que nous avons à lancer. La ceinture de sécurité, la situation de sécurité à Niamey, tout le monde sait qu'il y a un respect total, ce n'est pas dire à 100%. Ça reste le casque de sécurité. Le casque également, ça commence à venir au niveau de Niamey. Pourquoi Niamey? Parce que Niamey regorge plus de 70% des parcs automobiles du Niger. Donc si on arrive à conscientiser la population de la ville de Niamey, je pense que c'est un grand pas en avant. Et les autres régions doivent faire école pour emboîter les pas aux autorités de la ville de Niamey qui ont commencé
à appliquer le nouveau code de la route. La circulation de la route est malheureusement devenue beaucoup plus une question de prudence que de priorité. Le premier sabre s'est déroulé en 1975. Nous sommes 2020, 45 ans de sabre national et 41 éditions, c'est vraiment une performance nationale. De l'autre côté, on va dire qu'il y a eu beaucoup d'innovations à Maradi. Aura lieu, n'aura pas lieu le sabre. Tout le monde se posait la question par rapport à Tilaberi Tchandalo qui avait supprimé les activités culturelles et sportives. Eh bien, les FDS et les autorités de là-bas ont mis en tout cas tout pour que ça se déroule et c'est à la satisfaction de tout le monde. L'une des principales innovations, c'est que moi, la région de Maradi, à travers leur gouverneur, en tout cas, a répondu à beaucoup de questions que les gens me posent dans le monde entier. C'est quoi? C'est le sabre. Les gens pensent que c'était le même sabre qu'on reconduisait. Eh bien, Maradi a fait l'histoire de tous les sabres qu'il a remportés avec le nom des lauréats pour présenter au public. C'est pour dire aux Nigériens que chaque fois qu'il y a une édition de sabre, c'est un nouveau sabre qu'on confectionne. Et ça, c'est à la performance, en tout cas, de l'État nigérien. L'année a été, cette année, l'année de Tilaberi. Tilaberi a organisé Tchandalo. Le sabre national a été accompagné de concours. Tilaberi a pris la première place de Kirari, le lancement de défi. Tilaberi a pris la première place de l'accoutrement, la tenue de lutteur. Vous avez vu, de l'autre côté maintenant, Tilaberi a pris le sabre national. Tous les organisateurs souhaitaient que DIFA prenne le sabre. C'est l'organisation, parce que c'est ça pour prouver aux gens l'amour de la lutte. Malheureusement, Tchiama est tombé en finale face à Bala, qui a augmenté le nombre de sabres de Zender. Mais cette année aussi, vous avez vu, Tilaberi était en finale face à Zender. Et Dieu a exaucé les vœux des gens. Tilaberi a pris pour la première fois le sabre. De l'autre côté, les jeunes avaient évolué. Les jeunes, autrefois, quand on voit tous les gris-gris, toutes les amulettes là, on pense à une malédiction quand on fait tomber quelqu'un. Mais les jeunes ont compris que le sport est à la suite de comment s'appelle, d'une formation sportive, la préparation physique, la préparation spéciale et la période de la compétition. Les jeunes, en touchant aux anciens, ont senti qu'ils peuvent les terrasser. Vous avez vu ce qui s'est passé et ça a donné des résultats. En demi-finale, c'était des régions différentes. En finale, c'était des régions différentes. En combat de classement, c'était des régions différentes. Ça, c'est aussi une grande innovation. De toute façon, les défaillances, dans toute organisation, il y a des facteurs entravants et il y a des facteurs favorisants. Moi, je souhaite que la commission de combat truqué soit une commission de connaisseurs de la lutte. Quand on ne connaît pas la lutte, quand on ne connaît pas un sport, on ne peut pas déterminer si c'est truqué ou si ce n'est pas truqué. J'ai jugé des combats où c'était réellement technique. Certains lutteurs peuvent faire des combats truqués, d'autres lutteurs, même par leur formation, ne peuvent pas donner des victoires à d'autres. Le poisson est une ressource halieutique très importante dans l'alimentation humaine à cause notamment de sa richesse en protéines. C'est une ressource très prisée par les populations nigériennes. Cependant, force est de constater que la production locale du poisson frais ne couvre pas le besoin de la population, ce qui renchérit son coût et incite les consommateurs à faire recours aux poissons congelés. Zama kila 2005 nago pasu na okay funa iga porte kan de no no bari bakar ko woni yagi ne wala bari bara ga char de no me kuma wata mu asto bari she bai kan na shi ka baya te kan bara kurum bodwa ya wata ne bara ya te asu asu ali ba te wona ba go me a ga ba ne wona
tare wana man tare wana no asto se kan bora kurwa shawo tini asa da wat fo ga wat fo mo in ko ka kan ha tini de ba wona karpo no kan dangno bari ha tini. On peut ainsi retenir que même avec la concurrence entre le poisson frais et local et celui importé, la commercialisation du poisson en général contribue significativement dans l'économie des ménages de pêche en particulier et d'une manière générale dans l'économie du pays. En cette période de fraîcheur, beaucoup de jeunes pratiquent des activités génératrices de revenus pour lutter contre le chômage et combattre l'oisivité. Nous consommons ce légume parce qu'il a plusieurs vertus. Il soigne l'ulcère et l'hémorroïde. C'est surtout en cette période que le trouve en abondance sur nos différents marchés. Ce commerce me permet de subvenir à mes besoins. Dieu merci. Dans un contexte de morosité économique extrême, beaucoup de jeunes préfèrent ne pas baisser les bras, mais plutôt s'adonner au petit commerce. Le journal L'actualité titre en gros attaque du camp militaire de Chinagoder, l'hécatombe de trop. Le jeudi 9 janvier dernier, en pleine journée, des hommes armés à bord de véhicules et de motos ont violemment attaqué le camp militaire de Chinagoder, localité située dans le département de Bane-Bangou, région de Tillabéri, et à quelques encablures de la frontière malienne. C'est la troisième grande attaque sanglante perpétrée contre les forces de défense et de sécurité nigériennes en l'espace d'un mois dans la seule région de Tillabéri. Nombreux sont les citoyens qui s'interrogent sur ce que deviendra leur pays face à cette agression des terroristes que plus rien ne semble arrêter dans leur folie meurtrière. Aussi curieux que cela puisse paraître, malgré la succession des attaques et les pertes en vies humaines, il n'y a toujours pas eu mesure allant dans le sens de revoir les dispositifs décisionnels. Pour le journal Le Canard en furie, si l'on procède au décompte macabre des attaques terroristes, près de 200 soldats ont perdu la vie entre décembre 2019 et cette première décade de janvier 2020 dans la seule région de Tillabéri. Le confrère de rappeler que le gouvernement, par le canal du gouverneur de Tillabéri, a décidé de l'interdiction de circulation des motos de jour comme de nuit le 1er janvier 2020 dans la région. Une mesure vivement contestée par les populations locales à cause de sa contre-productivité, sur le plan notamment économique. Les populations des départements concernés par la mesure insensée sont désormais contraintes de se déplacer à pied ou à charrette pour relier un village à un autre dans les zones inaccessibles aux véhicules de transport commun, par manque de route. Toujours selon le journal, c'est dans ce contexte particulièrement difficile pour les populations civiles que les djihadistes ont perpétré leur attaque contre la position militaire de Chinagoder moins de 10 jours après l'entrée en vigueur de la mesure. Nombre d'entre eux étaient arrivés à moto au niveau de la position militaire comme pour signifier aux autorités nigériennes que leur décision n'engage que les paisibles populations civiles, pas eux. C'est dire que l'interdiction de circulation des motos dans la région de Tillabéri a peu de chances de produire des effets positifs escampés par les autorités nigériennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, d'où ce titre, attaque de la caserne de Chinagoder, le décompte macabre se poursuit. Lutte contre le terrorisme, le signal fort du chef suprême des armées a constitué l'un des titres du journal La Nation. Le président de la République a opéré un remue-ménage au sein de la hiérarchie militaire afin de donner un coup de fouet à la lutte contre le terrorisme. Une décision attendue par l'opinion publique suite à plusieurs revers militaires subis par les FDS dans le cadre de cette guerre asymétrique imposée au Niger. La nouvelle hiérarchie militaire a désormais une obligation de résultat afin de montrer aux pères de la nation que le choix porté sur leur personne n'est pas vain. Mais qui est Salifou Moudi, se demande le journal qui, selon
certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Le nouveau chef d'état-major général des armées est un ancien enfant de troupe qui fut haut commandant des forces nationales d'intervention et de sécurité FNIS, aujourd'hui garde nationale depuis 8 ans, après une formation en Chine à l'école de guerre. Il a également occupé le poste de commandant de la zone de défense numéro 2 d'Agadez en 2008. Salifou Modi est nommé comme chef d'état-major adjoint de l'armée de terre après le coup d'état du 18 février 2010. Il est confirmé chef d'état-major général de l'armée de terre. Mais en 2011, Salifou Modi est nommé comme attaché militaire auprès de l'ambassade du Niger en Allemagne. Il est considéré, selon toujours le journal, comme un fédérateur au sein de l'armée pour avoir montré ses qualités d'homme de terrain lorsqu'il a dirigé l'état-major de l'armée de terre. Le général Salifou Modi aura la lourde tâche d'améliorer le travail accompli par ses prédécesseurs à travers une réorganisation de la stratégie militaire en l'adoptant mieux au contexte de guerre asymétrique contre le terrorisme. Le journal Le Canard déchaîné écrit dans ses colonnes: le président de la République a procédé il y a quelques jours, juste avant son départ pour Pau, à un réaménagement de la hiérarchie militaire suite au revers militaire subi à Inates, Chinagoder, Sanam et bien d'autres. Ce changement de cap constitue un signal fort afin de permettre d'adopter une stratégie à même de permettre de contracter les actions néfastes des terroristes sur le territoire national, mais que la nouvelle hiérarchie soit efficace, le soutien indéfectible du peuple doit être de mise, d'où le titre « Lutte contre le terrorisme, le combat de tout un peuple ». Changement intervenu à la tête de l'armée. Il faut aussi chercher à châtier les auteurs du détournement des 1700 milliards, titre le journal Le Monde d'aujourd'hui, qui selon le journal, les changements intervenus le lundi 13 janvier 2020, la tête de l'armée nigérienne a été plutôt bien accueillie au sein de l'opinion nationale, sur deux plans, au moins d'une part, parce que pour une fois, le président Issoufou s'est senti contraint de faire droit aux revendications publiques, demandant des sanctions dans les rangs de ceux qui gèrent la sécurité et la défense nationale. D'autre part, parce que les officiers jouissent d'une bonne réputation de soldats. Le général de division Salifou Modi, le général de brigade Didili Amadou, le général de brigade Seydou Badje sont en l'occurrence des officiers que l'on dit valeureux, tant par leur fait d'armes que par leur rigueur militaire. Les Nigériens espèrent enregistrer des changements notables du jour au lendemain. Ce qu'ils attendent, c'est davantage de sanctions, notamment à l'encontre de ceux qui ont mangé l'argent de l'armement. Quoi de plus normal pour un président de la République que de changer une équipe qui semble avoir épuisé ses réserves en stratégie et en tactique de guerre? Le journal L'Éclosion d'ajouter que le Niger est un pays qui regorge énormément de valeurs dans son armée et de nombreux vaillants soldats. C'est l'usage qu'on en fait et les calculs politiciens qui sont derrière les nominations, sans compter les moyens énormes alloués à la défense nationale qu'on détourne impunément, qui empêche d'atteindre les résultats escomptés. Limogeage des chefs de guerre, un renouvellement militaire pour remanier les armes, titre L'Éclosion. Cette semaine, l'actualité, c'est également le sommet de Pau, la roue de l'histoire, titre Sommet de Pau, une coalition pour le Sahel pour des résultats rapides. Le sommet a en effet, selon le journal, décidé de la mise en place d'une coalition pour le Sahel, un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel qui marquera une nouvelle étape dans la lutte contre le groupe terroriste au Sahel. Action. Résultat rapide. Telle semble avoir été la préoccupation des chefs d'État du G5 Sahel à Pau. La France semble avoir compris les attentes des populations des pays du G5 Sahel. Sa position sur la ville malienne de Kidal a fléchi. Les inquiétudes exprimées par le président Issoufou et ses pairs ont été entendues. Pour le journal Le Républicain, les chefs d'État du G5 Sahel ont exprimé le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel et ont plaidé pour un renforcement de la présence internationale à leur côté. La colère anti-française de la rue épousera toujours la même tendance que celle des victimes du terrorisme. Seule une victoire contre les terroristes retournera les dites opinions
en faveur de la présence française et des autres forces étrangères déployées au Sahel. D'où ce titre, le sommet de Pau, leçon d'une rencontre à enjeux multiples pour le Sahel. Le journal L'Enquêteur, lui, s'est intéressé dans ses colonnes à Salou Gobi, qui, selon le journal, pour avoir publiquement dénoncé l'incapacité des autorités en place à pleinement assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Un cadre de l'ORTN a été relevé de son poste pour avoir rapporté les affres que vivent plusieurs populations de la région de Tillabéri du fait du terrorisme. Salou Gobi a essuyé une sanction administrative. Ce dernier, en sa qualité d'agent de l'État, a foulé au pied son devoir de réserve. Il l'a dit dans l'intervention qui lui a valu les foudres du régime. Je cite, « Devant cette situation, celui qui s'était est complice. » Fin de citation. Titre à ce sujet, Errement et dérive dans la gouvernance, Salou Gobi, le courage de dénoncer. Fonction publique nigérienne, le limogeage de Salou Gobi pour violation du droit de réserve, titre le journal Le Canard a déchaîné, qui écrit dans ses colonnes que lors du débat qui s'est tenu à Alternative Espace Citoyen, Salou Gobi a tenu des propos sans équivoque concernant la situation sécuritaire. Je cite, « Je suis parmi vous, c'est parce que je suis outré. Je suis un agent de l'État, je suis journaliste. J'ai le droit de réserve. Devant cette situation, celui qui se tait est complice. » Fin de citation. En prenant connaissance de ces propos graves et pour le moins clairs et limpides, Salou Gobi a reçu la sanction administrative qui sied en pareille circonstance pour un agent de l'État qui viole le sacro-saint devoir de réserve. Selon toujours le journal, les autorités de la 7e République qui ont nommé Salou Gobi à ce poste de responsabilité ont de toute évidence été déçues par la sortie médiatique de Salou Gobi lors d'une activité d'une partie de la société civile connue pour son aversion à la limite de la démence pour le régime actuel. Le journal L'Éclosion revient dans ses colonnes avec la déportation électorale à Dakoro. Des partis politiques demandent l'annulation des opérations d'enrôlement à Tawa. La ville de Dakoro a été le théâtre d'une grosse tentative de fraude relative à l'enrôlement biométrique. Selon le journal, le 7 janvier dernier, un camion a été immobilisé par le secrétaire général du syndicat des transporteurs de camions. Aidé par la population, une centaine de jeunes gens dont l'âge varie entre 15 et 20 ans ont été embarqués à bord du camion. Les partis politiques représentés à Dakoro sont en train de s'organiser pour parler d'une seule voix et écrire à la CENI afin de demander l'annulation pure et simple des opérations d'enrôlement de la région de Tawa. Enrôlement biométrique, le MPN Kishinkasa dénonce les actes de fraude, s'exclame le journal L'Actualité. Le parti de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Yacouba, affirme que dans la région de Dosso, un député de la région a été appréhendé escaladant la frontière du Niger pour chercher de candidats à l'enrôlement biométrique dans un pays voisin à qui il aurait fait établir gracieusement des actes d'état civil. Au niveau de la région de Tillabéri, le MPN Kishinkasa n'a pas été affirmatif, mais rapporte toutefois que les locataires de différents camps des réfugiés du pays voisin auraient été massivement enrôlés avec des actes d'état civil établis pour la circonstance. Dans la région d'Agadez, le parti d'Ibrahim Yacouba affirme que les mêmes pratiques sont observées à Ingal, où beaucoup de réfugiés ont été enrôlés, soit par témoignage, soit à l'aide des actes d'état civil frauduleusement établis. Au niveau des régions de Maradi et de Tawa, le MPN Kishinkasa fait cas d'un transport des jeunes du département de Dakoro pour être enrôlés au profit des communes des départements de Abala et de Tintabaraden dans la région de Tawa, moyennant quelques billets de banque, tout en fustigeant les différentes pratiques qui se déroulent pendant plusieurs jours sous le regard complice des autorités régionales et de la CENI.
Enfin, parlons de ce scandale. 86 millions de francs disparus à Niger Post. C'est ce que nous rapporte le journal L'Enquêteur. La course effrénée à l'accumulation illicite de biens matériels serait à la mode de l'administration publique sous le régime de la Renaissance, et cela à tous les niveaux. Il y a quelques jours, ce sont les pécules des contractuels de l'enseignement du département du Tira qui ont disparu. Le receveur de Niger Post, un certain Alio Isaka, a pris la poudre d'escampette avec une mallette contenant la somme de 86 millions de francs destinée au paiement des pécules du mois de décembre 2019 des pauvres enseignants. La police judiciaire a été saisie de l'affaire près d'un mois après. Le sieur Alio court toujours. Refera-t-il surface? Craignait-il que l'on ne découvre des impairs dans sa gestion alors qu'il venait d'être affecté à un nouveau poste? Voilà, c'est ici que prend fin la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dès la semaine prochaine. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Radio Télévision Tambara 107 MHz. La voix de la femme. Tambara. Enfin, la télé. Shabby, you know you they make me colo.